Olivier Marbeuf. Bonjour Maya. Comment allez-vous? Ça va bien. Est-ce que je passe au tutoiement? Parce que c'est très dur de... On peut se tutoyer, pas de problème. Parce qu'après, je vais mettre des conditionnels subjonctifs au passé. Du coup, je sais que le vouvoiement, je vais le perdre. Donc, on va tout de suite tutoyer. Merci. Pour te présenter. Pour présenter en tout cas une partie de ce que tu fais. Tu es artiste, commissaire d'exposition, auteur-conteur. Et tu es aussi producteur de cinéma. Et aujourd'hui, nous, on va plutôt se concentrer sur cet aspect. Et ça nous mène directement à ma première question, puisque j'aimerais savoir pourquoi tu es producteur. Pourquoi est-ce que tu es allé vers le cinéma, toi qui touchais déjà donc à l'écriture, au dessin, à l'art, etc. Et pourquoi au poste de producteur? Pourquoi pas, par exemple, réalisateur, critique, distributeur? Voilà, tous les métiers qui auraient été possibles, pourquoi producteur? Alors c'est une bonne question. Je dois dire que comme moi j'ai un parcours un petit peu particulier, la question de producteur est assez facile à comprendre, paradoxalement. C'est que je me suis intéressé très bizarrement à la pratique artistique au départ, parce que j'ai fait des études de sciences, donc je viens pas du monde de l'art. Et quand je me suis un peu projeté dans la question des pratiques artistiques et culturelles, je m'y suis vraiment directement et de manière continue depuis maintenant 30 ans, projeté en même temps sur la création et sur la question structurelle. Et ça va expliquer beaucoup de choses par rapport à mon intérêt sur la question décoloniale. J'ai un vrai intérêt que je ne partage pas avec beaucoup de monde pour la question structurelle, en fait, comment les choses sont faites. D'accord. Vous voulez nous expliquer ce que ça veut dire la question structurelle? Ça veut dire qu'en fait, par exemple, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la bande dessinée, en rencontrant Yvan Alacbé, qui lui était auteur de bande dessinée, il dessinait, on était à l'université ensemble, et dans sa chambre universitaire sur le campus de Paris 11 à Orsay, lui, il passait des nuits à dessiner. Moi, à cette époque-là, j'écrivais un peu. Mais en fait, à l'époque, lui et quelques autres amis cherchaient des éditeurs qui étaient tous à Paris. Nous, on a grandi tous les deux en banlieue sud de Paris. Et ils cherchaient à faire des dossiers qu'on envoyait aux éditeurs qui étaient tous basés à Paris, qui étaient tous blancs. Et moi, très vite, dans la discussion, j'ai dit, mais pourquoi on ne ferait pas un éditeur nous-mêmes? Ça irait plus vite, on serait... Et cette espèce de réflexion que j'ai eue, j'avais 21 ans, elle m'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire de toujours considérer qu'en même temps que tu t'intéresses à la création, tu t'intéresses à la manière dont les choses sont produites. Et c'était un intérêt qui était au départ, qui est devenu avec le temps un intérêt politique, mais en toute sincérité, au départ, c'est juste un intérêt. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on n'a pas d'ordinateur portable comme on a aujourd'hui. Hein. Ça paraît hyper banal pour tout le monde. À l'époque, avoir un ordinateur, ça coûtait hyper cher, quoi. Moi, j'ai eu mon premier Mac à la fin des années 90, qu'avant, c'était inaccessible. C'était gros, c'est des gens qui avaient des studios. Nous, on squattait des studios pour faire nos maquettes. Mais vraiment, voilà, il y avait... Matériellement, c'était inaccessible. Et en fait, l'idée de faire soi-même, qui s'est quand même beaucoup répandue avec les années 2000, et aussi avec Internet et la capacité à faire comme on fait aujourd'hui une émission, à ce moment-là, on restait quand même il y a des structures installées qui produisent les choses, et nous, on fait les contenus, mais faire soi-même, progressivement, le développement, en tout cas de l'industrie culturelle, s'était fait avec quand même des monopoles de certains qui produisaient, et puis d'autres qui faisaient des contenus. Et donc là, moi, très vite, je me suis dit, non, on n'a qu'à faire nous-mêmes. Et les gens autour de moi me disent, Olivier, atterris un peu, tu viens de ton petit monde de la science, il faut être sérieux, machin. Et j'ai dit, bon, dans un an, on aura un éditeur. Et je l'ai monté, et j'ai appris en le faisant. Et après coup, j'ai appris en faisant un centre d'art, j'ai appris en faisant une maison de production, sans me soucier exactement de comment cette chose devait se faire, mais je me suis plongé dans comment j'avais envie que ce soit. D'accord. Et la production, est-ce que ça a posé des difficultés ou des enjeux particuliers que tu n'as pas retrouvés, notamment dans l'édition ou dans le monde de l'art? Disons qu'il y a un truc de base, c'est que moi, je ne commence pas en fait par la production de cinéma où j'arrive à la fin, c'est-à-dire maintenant. Au départ, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans les pratiques, notamment des artistes, et c'est beaucoup des artistes avec qui je vais travailler, c'est vraiment le do it by yourself. C'est comment on peut faire avec les moyens qu'on a, comme on veut. Hyper étonnamment, et c'est un truc qui ne cesse de m'interroger, arrive à un moment donné, dans les années 2000, où avec un appareil photo, un ordinateur, avec un zoom, on peut tourner, monter un film. Et moi, pour moi, c'est une révolution. Pour des gens qui pensent des politiques radicales et des questions d'autonomie, de souveraineté, c'est une révolution. Mais pourquoi la révolution, elle n'a pas lieu dans le cinéma ? Parce qu'en fait, même avec l'arrivée de l'industrie numérique, les industries culturelles et les grosses productions
tente de conserver une manière de faire du cinéma qui soit la référence. Alors que moi, ce qui m'intéressait, c'était l'autre truc. J'ai commencé à produire des premiers films avec vraiment peu d'argent, avec l'argent d'un centre d'art où on faisait des commandes d'artistes pour des expositions. Et c'est en fait les 4-5 premiers films que j'ai faits, un projet avec Ismaël Bari, qui s'appelle Foyer, qui est devenu assez célèbre, un projet avec Till Roskens aussi. Donc des artistes qui travaillaient vraiment dans une économie d'artistes, seuls ou à deux, en montant tout eux-mêmes, et des films qui ont commencé à être sélectionnés par des festivals. Et j'étais invité, pas mal d'années de ça, au Cinéma du Réel, vraiment dans une logique qui a poursuivi toute ma vie, d'être un peu d'espèce de producteur de contrebande. Donc à l'époque, le cinéma qu'on amenait, il intriguait, il intéressait, mais il était aussi pas du tout fait de la manière dont se faisait le cinéma, y compris documentaire, de gauche, tout ça. Donc j'étais systématiquement invité j'étais invité à l'USAGE, j'étais invité au Cinéma du Réel, dans le rôle quand même du vilain petit canard qui doit venir se justifier qu'il est en train de casser le business, quoi. Et ça, c'est intéressant parce que nous, dans nos positions minoritaires et décoloniales, on est souvent mis dans cette position-là qu'on vient d'une certaine mesure casser les règles et casser un peu le business. De l'intermittence, de machin, comment on va vivre si on fonctionne, on fait des films avec 3 000 €, mais c'est quoi votre solution? Moi, j'avais pas un plan général de réflexion, j'avais un plan très pragmatique de dire, le film, il est devant vous, quoi. On a volé personne, on a violenté personne, voilà. Et cette question-là très pragmatique de la nécessité de faire les choses avec ce qu'on a, on la perd plus on devient professionnel. Et moi, je suis devenu un professionnel, ce qui pour moi est un échec, en fait, d'un certain point de vue politique. Ça peut être paradoxal, mais en fait, le système nous pousse à nous professionnaliser, mais d'une certaine manière. C'est-à-dire de devoir avoir plus des gros budgets, de viser d'avoir beaucoup plus de monde, pour faire peu ou prou la même chose, en fait. Et ça, pour moi, mon recul, c'est qu'à cet endroit-là, j'ai quand même échoué. Alors que peut-être artistiquement, j'ai quand même réussi à faire des choses. D'accord. Vous avez l'impression que les films que vous pouvez produire avec les moyens d'aujourd'hui, que vous avez acquis au fil de votre carrière, ils ne sont pas nécessairement plus subversifs, plus radicaux, plus révolutionnaires que ce que vous faisiez avant. C'est pour ça que, en ce sens, que vous considérez que c'est un échec? C'est un échec parce que je pense qu'en fait, il y a 1000 manières de se professionnaliser et qu'en fait, il faut accepter de lutter contre un système, et ça c'est très très important dans les perspectives minoritaires. Notre pire ennemi, c'est la question de la reconnaissance. Encore une fois, on peut dire, non, c'est bien d'être reconnu, mais reconnu par qui? Et donc ces modes de reconnaissance ne sont pas des modes de reconnaissance pour qui on est, mais des modes de reconnaissance pour qui on voudrait nous emmener à être. Et donc tu finis par devenir un producteur comme on aimerait bien qu'un producteur un peu différent, un peu intellectuel, un peu radical soit, mais tu perds confiance dans des choses, tu vois, qui sont des attitudes en réalité qui pourraient être considérées comme amateurs, tu vois, on les dénigre. Alors que moi, j'ai grandi dans les quartiers populaires du sud de Paris et je savais faire beaucoup de choses par mes proches. Et quand tu vas développer ton parcours, tu dois finir par dénigrer ça pour aimer être dans une espèce de lumière un peu différente. Moi, j'ai quand même tenu là-dessus. Je reste quand même quelqu'un qui suis radicalement attaché au savoir-faire de la rue et aux endroits d'où je viens. Et j'essaie de leur faire honneur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, entre le moment où j'ai commencé et maintenant, il faut 10 fois plus d'argent pour faire exactement la même chose. Donc il y a une espèce de victoire du monde de l'argent qui est incontestable et sur laquelle, moi, en tant que producteur, j'aurais tendance à résister. Ouais. Ok. J'ai découvert Les Voix croisées à la Clé quand vous êtes venu le présenter à la Clé. Et la discussion après le film, vous avez dit cette phrase qui m'est restée. Vous avez dit « J'ai produit une 60aine de films et la vérité, c'est que l'institution n'est pas faite pour les récits dont on a besoin. » Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec vous-même? Non, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette phrase? Est-ce que c'est un peu en fait ce que vous venez de m'expliquer, une autre Notamment, interprétation? là, il y a encore une fois les deux niveaux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a le niveau du récit, ce qu'on veut raconter, et il y a le niveau de comment on le fait. Et le comment on le fait est un récit aussi. Ça, c'est comme ça que moi, la lecture que j'ai de la question décoloniale, elle est à cet endroit-là. C'est qu'en gros, le récit n'est pas simplement le contenu de l'histoire que tu vois. Le récit, c'est comment c'est fait. C'est un autre récit. Je vais prendre un exemple très simple que vous connaissez tous, et tu connais très, très bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même, depuis ce moment de MeToo, alors je sais, on ne peut pas parler de la proportion de la prise de conscience, mais du moins l'ouverture d'un débat
sur la question des violences sexuelles et sexistes dans le cinéma, qui est un débat nécessaire, mais qui est pour moi, en fait, le tout petit bout de l'iceberg. C'est-à-dire que de fait, en fait, produire des films, c'est un protocole de violence. Et que j'aimerais bien que les gens comprennent que ce qu'on aperçoit grâce à MeToo n'est qu'un tout petit bout de quelque chose qui n'est pas, en fait, lié au mauvais comportement de certaines personnes. Et là, on peut relier ça au racisme. Ce n'est pas une question morale et que quelques personnes se comportent mal, c'est l'infrastructure entière qui est violente, historiquement. Parce que le cinéma, ça vient de la colonisation. C'est un art qui accompagne le moment colonial. Il est construit comme un outil d'extraction, un outil de violence, un outil d'imposition de récit. Et c'est marqué dans son ADN, en fait. Donc vouloir faire un cinéma décolonial, c'est comme un espèce d'oxymore au départ. En fait, le cinéma, il est fondamentalement colonial. Comme il est aussi sexiste, en fait. C'est pas tant qu'il y a des mecs sexistes dans le cinéma, et c'est ce qu'on essaye de nous faire croire, et le CNC et d'autres, en disant on va essayer de corriger un peu les mauvais comportements des mecs. C'est exactement si tu faisais une formation antiraciste au boulot, en disant il faut pas dire ça comme ça, machin. Mais la problématique, c'est que le racisme, la société en a besoin, l'économie dans laquelle on vit a besoin d'être raciste. C'est ce besoin qu'il faut changer. Parce que historiquement, l'économie capitaliste française d'un empire est une économie raciste. Donc croire que le problème, c'est juste qu'il y a des racistes, c'est prendre le problème par un mauvais endroit, en fait. C'est prendre le problème du côté moral et pas du côté politique. C'est la même chose, en fait, tu vois, quand on s'intéresse à la question du cinéma. Le cinéma, en fait, n'est pas un outil neutre dont on fait ce qu'on veut. C'est pas vrai. C'est pas un outil neutre, en fait. C'est un outil qui a été fondé dans une histoire particulière de la technique, de la technologie, une histoire de la séparation des tâches. Moi, le truc de base que je n'aime pas dans le cinéma, c'est la division des tâches, qui est du Fordisme de base, c'est-à-dire on va créer des catégories et puis chacun va avoir une tâche, etc. On pourrait être un collectif où tout le monde fait un peu tout. Il y a des collectifs qui ont expérimenté ça et je vois absolument pas l'intérêt ni de la séparation ni de la spécialisation des tâches, si ce n'est de reproduire un mode de travail qui est celui de l'usine de base, quoi. Et ça, par exemple, dans une position décoloniale, on doit travailler à ce niveau-là. On ne doit pas seulement se dire je vais travailler sur une histoire qui n'a pas été dite. On doit travailler aussi sur la manière que cette histoire-là fasse entendre des voix différentes quand elle se construit à l'intérieur même des gens qui sont en train de faire l'histoire. Et ça, pour moi, ce niveau-là est le moins travaillé. Et c'est le rôle du producteur, et c'est aussi pour ça que ce rôle m'intéresse, c'est le rôle du producteur qui est très particulier là-dedans, parce que si tu enlèves à la production sa dimension strictement économique, c'est-à-dire le producteur comme celui qui doit trouver de l'argent, c'est une partie du travail, mais il y a d'autres aspects. Et moi, l'aspect qui m'intéresse le plus, et j'écris sur ça depuis un moment, et là j'avance vraiment sur un essai, un livre qui parle de ça, pour moi, en fait, le producteur est un complice. Alors, tu peux voir deux aspects à ce truc-là. C'est un complice au sens de sa proximité avec les différentes personnes qui vont fabriquer le film, le cinéaste, mais aussi ceux qui écrivent, ceux qui filment, toutes les équipes, c'est un complice. Mais c'est un complice aussi dans le sens criminel du terme. C'est-à-dire que en fait, le producteur sait toujours comment ça s'est passé. C'est quelqu'un qui sait comment ça s'est passé. Donc c'est vraiment les complices, quoi. Pour moi, il faut emmener les producteurs au tribunal. Il y a une espèce de tribunal conceptuel, théorique, politique. Pour moi, en fait, quand on va par exemple communiquer sur le cinéma, on est obsédé par le fait de faire parler les réalisateurs et on fait parler les producteurs du point de vue industrie. Il faudrait ramener les producteurs dans la discussion, de dire « Hey, mec, hey, meuf, tu peux nous dire comment ça s'est passé, cette histoire ?» Ce bout du récit-là, il est complètement absent de ce qui est partagé avec le public. Moi, j'ai décidé de rompre avec ça. Je pense que le producteur sait des choses et ne peut pas continuer à les dissimuler. Parce qu'en fait, il doit contribuer à la transformation du champ entre ce qu'on voit à l'image et ce qui s'est passé réellement. Et quand tu es un producteur aguerri, et quand tu regardes des films au cinéma, et c'est mon cas, moi, je sens toujours comment ça s'est passé. Parce que je regarde le générique, avec beaucoup plus d'attention que le grand public. Tu regardes qui a fait quoi. Tu as une intuition, il y a un truc qui t'a un peu dérangé. Moi, j'attends la fin du film et je regarde. Et je me dis, OK, c'est produit comme ça. OK, c'est une copro pour ça, machin. Et je pense que ce savoir-là, il a été mis... Soit le producteur est vu comme un opérateur industriel juste financier, et ça, c'est l'influence des États-Unis, où le producteur décide très fortement de son investissement, ou qu'est-ce qu'il va devenir.
Mais on ne le voit pas comme une tâche artistique et on le voit encore moins comme quelqu'un qui sait quelque chose de particulier. Et moi, j'ai eu envie, voilà, dans cette question de pourquoi être producteur, parce que c'est la position la plus politique du cinéma. Si tu veux être dans la politique, désolé, moi, je suis quelqu'un qui ne croit pas à la politique des auteurs et qui croit à la politique des producteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, s'il vous plaît, la politique des auteurs pour nos spectateurs qui ne sauraient pas? Il y a une histoire dans le cinéma français notamment, de cette question de la politique des auteurs, qui a été portée notamment par Jean-Luc Godard et puis d'autres gens dans la Nouvelle Vague, vraiment en mettant en fait, dans le cinéma, qui était un art collectif au départ, et qui est vraiment faire émerger dans le cinéma quelque chose qui était l'équivalent de ce qui se passait dans la littérature ou dans d'autres domaines artistiques, où il y avait la figure, soit de l'artiste, soit de l'auteur, comme étant la pierre centrale. Alors qu'en fait, le cinéma, surtout aux États-Unis, est beaucoup moins une politique d'auteur, puisque les producteurs sont économiquement plus puissants et prennent des décisions artistiques fortes, les final cuts, etc. Aux États-Unis, c'est pas distribué comme en Europe. En Europe, la politique des auteurs a eu tendance à reconduire, je dirais, la formulation de la figure de l'artiste produite dans le 19e siècle français et allemand, de cette espèce de figure un peu bohème, centrale, de faire de l'auteur de cinéma un artiste, ce qu'il n'était pas tout à fait au départ. Puisqu'en fait, on avait vraiment une économie de la collectivité et la technique avait un grand rôle. Mais ce qu'on oublie là-dedans, si on est dans une logique décoloniale, c'est que cet auteur du 19e, et qui est plutôt un auteur qu'une autrice à l'époque quand même très largement, mais on pourrait dire auteur et autrice, mais en tout cas au départ c'est surtout des hommes, il émerge dans le 19e siècle industriel, et ce 19e siècle industriel, il est en lien avec la question coloniale. Les moyens que vont avoir les industries occidentales pour fabriquer en fait leur puissance et donc fabriquer leur art, cet art qui va être d'une nature différente à partir du 18e et 19e siècle avec l'émergence des artistes comme des figures autonomes, etc., est lié donc à la question coloniale. En fait, c'est les moyens même de la colonisation qui permettent de faire émerger les grandes industries culturelles et donc les grandes figures artistiques. Donc aujourd'hui, quand on se dit « j'ai envie d'avoir une femme noire, cinéaste, forte, etc. », en fait, le problème, c'est que cette figure-là de la personne forte, etc., elle est produite par la colonisation. Elle dit une personne va être une espèce de représentation du génie. Là. Tu vois, c'est le cinéaste qui imagine. On sait très bien qu'un film n'est jamais fait que par un cinéaste. Le rôle des monteurs est très important, des gens qui tournent, des gens qui jouent, des gens. On sait bien qu'il y a une collectivité qui est là. Pourtant, on est attaché à une espèce de resserrement symbolique autour de la figure de l'auteur, l'autrice, cinéaste. Je suis assez critique avec cet aspect des choses. Pour moi, il y a une politique de la collectivité. Et quand je parle de la politique du producteur, je ne parle pas en fait de remplacer un type par un autre. En fait, je parle d'une politique qui redevient la politique d'une collectivité qui a fait un travail. Pas tant que le cinéaste va remercier son monteur, pas tant que le cinéaste va dire « Ah, mon chef opérateur, merci ». En fait, tu n'as pas à les remercier parce qu'ils ont fait le film autant que toi. Et nous, dans la position décoloniale minoritaire, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'en fait, c'est ceux qui sont devant la caméra. Pas derrière la caméra. Ceux qui sont devant la caméra qui font le cinéma. Ceux qui sont censés être les sujets témoins qu'on filme, pour moi, c'est eux qui produisent le cinéma. En Afrique de l'Ouest, comme aux Antilles, quand on dit « tu me fais une photo », ça veut dire que je me mets devant toi, c'est toi qui as l'appareil, mais moi, je vais produire une photo pour toi avec mon corps. Donc la question qu'on va extraire des situations et qu'on va inventer une chose, pour moi, elle est aussi très coloniale. Le cinéma, il se passe des deux côtés de la caméra. Oui, en fait, c'est pas des objets... mais des sujets, les gens... Oui, et ils sont producteurs du film. D'accord. Donc une politique du producteur et des producteurs et de la production, ça veut dire qu'on est assez nombreux à produire le film. Et qu'on n'est pas... Il n'y a pas des gens qui sont juste la matière première du film et d'autres qui vont l'avoir conçu, pensé. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai et c'est pas intéressant pour nous, en plus. Parce qu'encore une fois, les idées, elles ne cherchent pas juste à analyser les choses, elles cherchent à produire un futur. Si on veut un autre futur, il faut qu'on se débarrasse de la politique des auteurs. D'accord. J'ai fait un effort pour que cette interview, elle soit pas juste sur... Là, je parle hors champ. Hein. Pour que cette interview, elle soit pas que sur Les Voix Croisées, mais elle va être que sur Les Voix Croisées parce que ce film, il est incroyable et qu'il faut en parler.
Ori hakatinga otogo fana nekiai JRF nanti lemunu beni geri ga fangen kanne kufunu kubeni go imenga amikali kabrala kufununi tebdungo imesere nanti sero nangri francia na leso ikuncha kontenteke iso kontente ditu nanti kela inyano quoi. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée la conception du film? Est-ce que au départ, c'était par exemple un flux de photos, de vidéos, d'archives, de sons produites par Bouba Touré et ensuite il a fallu trouver un récit, les agencer? Non, au départ, en fait, il n'y a pas vraiment d'idée de structure du film. En fait, c'est une aventure qui commence il y a assez longtemps, parce qu'il y a... Ouais, j'aurais du mal à situer ça, mais je dirais après 8 ans. Moi, en tout cas, quand je commence à travailler d'abord avec Raphaël Griset, il avait une série de matériaux qui allait composer le film, mais qui composait pour le moment aussi des moments de projection. Par exemple, il y a des extraits, tu vois, de films dans le film, qu'on a aussi projetés comme des ciné-clubs, tu vois, où tu montes les films, tu les commandes, tu les discutes, tu montres des diaporamas, des photos de Bouba. Bouba venait intervenir. Donc je dirais que le premier format du film est une espèce de format un peu vivant. Il y a l'idée de faire un film, même si Raphaël a déjà fait une tentative, mais de faire un film qui relierait cette fois-ci l'aventure de la coopérative avec quand même l'aventure photographique de Bouba et ce qu'elle documente, quoi, sa vie et puis sa documentation. Quand on est sur une logique de pure production de film, c'est-à-dire on a un projet, on le finance, on cherche, machin, hop, on a l'équipe, on tourne, on le fait, etc., vraiment ça m'intéresse pas. Je prends pas beaucoup de plaisir à faire des choses comme ça. Je suis très intéressé par l'écriture du film, quand on cherche des formes. Et évidemment, avec Les Voies croisées, c'est une série de tentatives qui vont au fur et à mesure se consolider. Mais une dernière chose que je veux dire pour dire qu'on avance dans l'espace et le temps et on reconsidère notre analyse, c'est que moi, j'ai passé du temps, comme nombre d'entre nous, et dont Raphaël encore plus, dans le dernier appartement de Bouba, qui est à Pantin, quoi, entre Pantin et Aubervilliers, à 4 chemins. Et quand on rencontrait Bouba dans cet appartement-là, en fait, sur les murs de l'appartement de Bouba, je le sais aujourd'hui, il y avait le montage du film. Voilà, j'ai commencé à filmer dans ma chambre, où j'ai passé plusieurs années. Et c'est dans le 11e arrondissement, 58 rue Trousseau. Ben voilà, là où j'ai passé beaucoup de temps. Et voilà les photos qui me sont si chères, ils sont affichées. Je peux dire que les photos de la vie, quoi, des photos de ma vie. Les photos que j'ai prises, soit pour moi-même ou pour les gens. Je crois que c'est très important de mémoriser, de faire de quelque chose et qui reste, pas pour soi, mais pour les autres. J'ai des photos partout. J'ai des photos partout. Ouais, des affiches. Ouais, des affiches qui parlent, qui disent quelque chose. Des affiches qui veulent dire quelque chose. Je pense que la vie est un combat. La vie est un combat. Oui, la vie est un combat. J'ai fait faire à sa mort un fac-similé de ces murs, où on a tout photographié, pour le conserver dans ses archives, parce que il m'importe beaucoup qu'on rende à Bouba, en fait, sa position d'artiste visuel et de concept, parce que les montages sur ces murs, les accumulations et les rythmes sont au cœur du film. Et pour revenir à ma question de la production, Bouba est l'un des producteurs du film. Pas simplement parce qu'il y a ses photos dedans ou des images qu'il a tournées, mais parce que finalement, conceptuellement, tout est là, en fait. Et quand tu arrives chez lui,
C'est une maison remplie de montages d'images et ça représente la difficulté qu'on avait de réussir à monter le film. Et je trouve que le film ressemble à l'univers de Booba, pas simplement pour le contenu, mais dans sa forme aussi. Tu vois chez lui, tu vois son parcours. Il vient de ce monde soninké où il y a des conservatismes qui sont liés à une histoire, à une histoire régionale, à des questions religieuses. Et lui, il traverse en fait des gens qui sont de confessions religieuses, qui ne sont pas toujours ses convictions à lui. Il se relie à des gens et il garde une ouverture. Donc, il va être dans les foyers d'hommes soninké avec tout ce qu'il sait que ça implique en termes de respect de certaines codifications. Et il va dans des manifestations contre l'homophobie. Et d'ailleurs, à son enterrement au cimetière de Pantin, c'était vraiment impressionnant de voir qu'il y avait des blocs de sa vie qui étaient rassemblés au même endroit et qui ne peuvent pas tout à fait s'exprimer de la même manière. Tu vois, tous les hommes soninké qui étaient là, ils ont fait vraiment du silence. Là où notamment les militants qui l'ont connu ont voulu beaucoup parler, ont voulu beaucoup dire ce qui les reliait à... Là, les types, c'était très très impressionnant et très émouvant. Ils se sont tenus là dans une forme de silence respectueux qui était leur Booba en fait. Tout à l'heure, tu disais qu'on veut pas en gros d'une réalisatrice noire, femme forte, qui fasse des films. C'est pas qu'on veut pas, j'ai pas dit ça. Ouais, j'ai dit que ça suffisait pas de se limiter à cette image-là. On veut bien, hein, même s'il peut y en avoir plusieurs. On veut carrément, on veut carrément. Ce sera juste pas assez pour nous acheter. C'est un peu la même chose. C'est un film qui raconte la vision de Booba, mais c'est aussi un film extrêmement collectif. Et du point de vue de la mise en scène, de l'écriture et du montage, ça s'incarne notamment dans un certain flou, dans Qui parle, par exemple. Il s'appelle Les Voix croisées et c'est très premier degré comme titre. Souvent, on entend des voix off, on sait pas qui parle, pardon. Il y a des sauts dans les époques, dans les comment on dit ce truc? Type d'image Dans les régimes d'image. Ouais. Exactement, merci. Les régimes d'image. Voilà, des sauts dans les régimes d'image. Et il n'y a pas à chaque fois un carton qui nous dit on est là, on se situe dans cette région, dans cette époque, etc. Clairement, ce que tu définis là, en fait, comme vocabulaire, c'est un peu les règles du documentaire pour la télévision, quoi. On doit savoir qui parle et on doit savoir où on est. Et on ne doit pas se perdre. L'une des questions qui me semble intéressante, et là qui est ma lecture d'une démarche décoloniale, c'est qu'elle doit nous permettre de nous donner l'énergie, comme tu le ferais si tu es dans une fusée pour t'échapper de la gravité de la Terre. On doit réussir à sortir de la gravité du capitalisme. Et on se dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre que le capitalisme, surtout aujourd'hui. On a l'impression de se dire, on n'est que des petites variations à l'intérieur d'un truc qui est c'est ce que j'appelle la plantation. C'est-à-dire, oui, mais quand les esclaves qui étaient transportés, les esclavisés, transportés depuis les côtes africaines, arrivés dans la plantation, on leur a dit la même chose. On leur a dit, il n'y a que la plantation. Il n'y a pas de choses à l'extérieur, vous ne pouvez pas vivre dehors, il n'y a pas d'autre vie de celle-ci, vous devez juste trouver votre position dans un système de violence et chacun a essayé de se tenir le plus loin possible de la position la plus létale, la plus dangereuse. Donc en trouvant des petits arrangements, la plantation, ce n'est pas juste les noirs, les blancs, hein. C'est beaucoup de gradations de pouvoir et beaucoup de petits enjeux pour essayer de survivre. Mais on leur disait, c'est ici le seul monde, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui pour ce système économique. Donc il faut trouver une espèce d'énergie pour se défaire d'une forme de gravité, au sens presque physique du terme, la gravité du capitalisme. C'est hyper bien dit. Voilà. Gravité du capitalisme, c'est exactement ça. Okukaga nkata otange mundini kunyilla uwa mukombe anga sembe olutama semea nanya sembe utama sema dondo nyebedia so ampedudo mantobe ogo saili kutanga waqatu qandimi haqilo ngana kafunio pelle remobe duumiɗe leyɗele Sahel amin tintino wonde hunde heɓata ko caggal dental nguleyka heɓi bille jawdi gande haapine ɗum ɗo fof saabi ɗum ko ɓe ɗanniyankoɓe
ko ɗen golle gontoyte jaarore janngo he gese leyɗele Sahel mbele jaaden o jamanu. Tu vois, ce mouvement de la spirale, c'est aussi un mouvement pour se détacher, comme un mouvement qui va être centripète, comme on dit, c'est-à-dire qui donne de la vitesse pour partir en orbite. Tu vois, quand tu envoies une fille dans l'espace, en fait, on utilise la gravité pour l'envoyer. C'est comme une fronde, tu vois, pour envoyer une pierre. On tourne et on utilise cette énergie-là. Quelque part, le film, dans sa spirale, il tente de se défaire de la fatalité de l'histoire extractive du capitalisme, de la destruction de l'Afrique, de la fatalité du monde paysan français, de toutes ces fatalités-là, en trouvant d'autres alliances. L'une des possibilités, c'est l'hypothèse de Mark Fisher sur la question de sortir du capitalisme de manière psychédélique ou par l'hallucination, c'est qu'il faut construire une forme de délire. C'est-à-dire que comme le réalisme capitaliste, pour reprendre l'expression de Fischer, comme le réalisme est fabriqué par le capitalisme, ce qui est réel, ce qui est censé, est construit par un système qui, lui, est un système qui nous empoisonne, il faut presque défaire ce réalisme-là et entrer dans un délire pour aller vers le futur. Et donc, quelque part, le film, il est aussi dans ce truc-là où, tu vois, à un moment donné, entre le mixage circulaire du son, pour ceux qui le verront en salle, le mixage des images, va vers cette question d'une tradition qui pourrait être celle des derviches tourneurs ou du rituel. C'est un espèce de rituel qui, physiquement, doit nous emmener, à nous aider, à nous arracher, en fait, de la réalité qui nous est imposée. Il y a ce mouvement qui va vers le délire, limite l'hypnose. Nous, on pourrait dire les chants gnawa, voilà, des choses comme ça qui t'emmènent ailleurs. Et pourtant, on nous montre les images qui ont été cachées. On va chercher les archives qu'on cadenasse avec beaucoup de minutie dans des fonds privés. On déconstruit des mythes que l'Occident a mis beaucoup d'efforts à construire, du type l'Afrique est pauvre parce que ses sols sont inexploitables. Every day the jungle shrinks a little more. Soon, 1 million acres newly placed under cultivation will bear witness to the success of one of the most remarkable social projects ever carried out in Africa. Conceived and put through by the French, with some timely aid from America, it is helping to change the delta of the Niger from an impoverished and backward region to a supporting, self-respecting territory of the great French Union. Les paysans africains ne sont pas politisés, donc bon, voilà, c'est pour ça aussi qu'ils se retrouvent exploités. Ils sont sales quand ils sont dans des foyers. Il y a un homme, voilà, qui le formule parfaitement dans le film. Les foyers, c'est dégueulasse parce qu'ils sont sales. Est-ce qu'on n'a pas besoin de vivre comme vous? Parce que nous, on est des sauvages. Mais si, mais il n'est pas question de ça. Ce que vous avez fait... Il y a du racisme, vous le créez de ce fait. Parce que le gars qui va venir ici au foyer, qui voit les conditions dégueulasses dans lesquelles nous vivons, il ne peut pas s'empêcher de dire, bon, ce sont des nègres, ils sont toujours pareils, ils vivent dans des taudis. Effectivement, c'est la même chose que vous reproduisez dans les journaux. C'est tout un enseignement, c'est tout un système d'éducation que vous mettez en place pour diviser les travailleurs français et les travailleurs immigrés. Donc à la fois, il y a un rejet du réalisme, mais à la fois, vous allez vers la réalité. Franchement, j'ai envie de dire tellement réelle que l'Occident, il l'a effacé, il l'a occulté, voilà. Bah, en fait, là, c'est important ce que tu dis, parce que ça raconte un peu peut-être des épisodes du cinéma militant, et comment il a été fait, et où on en est aujourd'hui. Tu vois bien qu'un cinéma militant dont la fonction ce serait de dénoncer a fait son temps. C'est pas tant que je ne trouve pas que c'est légitime de pointer des choses qui ont été dissimulées, de dénoncer, mais c'est la question de l'effet. Ça fait de moins en moins d'effet. C'est-à-dire qu'il y a eu une tendance très forte du cinéma politique à dire on va révéler ce qui a été caché, on va vous montrer. Et puis les gens, ils vont se révolter parce qu'ils trouvent que c'est... Mais ils ne se révoltent plus. Moi, la question qui m'intéresse, c'est de dire les faits ne suffisent plus. D'abord parce qu'en fait, on est en face d'une machine à construire maintenant des fake news et des contrefaits, parce que ça, c'est aussi un truc très important. On n'est pas en face d'un système colonial qui est fixe comme un paysage arrêté, et nous, on passe notre temps à déterrer et à révéler ce qu'il est. Ce système-là, il est au travail. Il passe son temps à construire des espèces de contre-propositions, et que tu vois, moi je prends souvent la figure de Donald Trump comme exemple. En termes narratifs, Donald Trump comprend en fait l'impasse de se défendre face à l'accusation coloniale, et il finit par dire ok, nous on est les blancs, on est sexistes, ouais,
On est patriarcaux, ouais. On a exterminé les Indiens, ouais, ils foutaient rien avec ce pays, nous on fait. Maintenant, c'est notre pays. Et en fait, du coup, en faisant ça, il contre toutes les démonstrations qu'on peut faire que les États-Unis est un pays basé sur l'extermination, l'exploitation des Noirs, le suprématisme blanc. Il dit oui, oui, oui à tout. Et alors ? Qui c'est qui l'a fait, ce pays ? C'est nous. Et donc là, on arrive dans une impasse qui est l'impasse de la dénonciation. Et il faut qu'on construise quelque chose d'autre. Il y a plusieurs directions. Andreas Malmö, il dit il faut rentrer dans le sabotage. Il dit il faut plus juste critiquer l'industrie pétrolière pipeline, il faut aller casser les pipelines. Bon, proposition. Moi, je dis, à cet endroit de la culture, il faut construire des rites dans lesquels on engage une forme de désenvoûtement de cette histoire. Donc, on ne peut pas juste dénoncer. Le film, il montre des choses. Il permet de te montrer tout ce qu'on nous a fait croire. Mais en même temps, ce mouvement-là, il est à la fois là pour montrer, pour démontrer, pour donner vraiment des choses tangibles, pour dire, comme tu dis, toute l'histoire qu'on nous a racontée est fausse. Mais il emmène, en tout cas, il tente d'emmener vers une autre sensation qui serait juste de la mélancolie, de la tristesse. Parce que quand tu vois un film terrible, documentaire, qui est en train de te montrer que tout est totalement pourri, des fois tu sors déprimé. Je crois que dans ce film-là, tu ne sors pas en fait déprimé. Il y a quelque chose qui est fait pour que tu sortes avec une certaine énergie. Donc il y a un soin énergétique en quelque sorte qui est prodigué, qui est une partie de ce qu'on doit essayer de faire aujourd'hui. On ne peut pas se contenter, en fait, de dénoncer un ensemble de choses ou de les révéler. Dans le monde de l'art, encore plus que dans le cinéma, moi, j'ai vu des gens qui font des grandes expositions dans des lieux d'art contemporain, des grands tirages 3x4 de mines au Congo, machin. Bon, c'est déprimant, dans des photos qui sont très belles, mais tu te poses la question de à qui et à quoi ça sert. Donc là, moi, c'était aussi ma démarche décoloniale de dire il faut apporter de l'info, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, il faut participer à une éducation collective. Ça, c'est indispensable. Mais dans la forme, si on ne cherche pas des formes de réparation, dans la forme même, alors moi, je trouve qu'on est bloqué dans un cinéma qui a déjà montré sa limite et on continue à l'exploiter en quelque sorte. Ouais. Il y a les aubergines, ouais. Il y a le gombo, il y a les piments, il y a les feuilles d'haricots, il y a les oignons. Oh là là, tout ça dans le même champ. Ici, on n'a pas utilisé d'engrais. On n'utilise pas d'engrais. Voilà, on n'utilise pas d'engrais. Tout est bien en bio. Voilà, tout est bien en bleu. Ah ouais, super. Est-ce que vous voulez et pouvez nous dire ce que c'est pour vous le cinéma décolonial et comment vous placez par rapport à cette notion, ou est-ce que vous considérez qu'en fait c'est vraiment, on parle de ça depuis tout à l'heure et donc ça vous inspire pas plus que ça une question isolée? Non, mais déjà, en fait, je crois que j'ai un petit peu répondu donc, au fil de notre conversation. D'une part, il y a un truc qui est intéressant pour nous en France, parce qu'on ne peut pas vraiment le dire pour tout. Il y a beaucoup de luttes sur lesquelles on vient très après d'autres endroits. La lutte décoloniale en France est assez particulière. Et ça, c'est important aussi, parce que si on dit décolonial, on a un terme mondial, mais le décolonial de l'Amérique latine, où pas mal de théories ont été élaborées, le décolonial africain-américain, ou un décolonial anglais, ou un décolonial allemand ou français, ne sont pas les mêmes. Nous, ce qui est très intéressant, je trouve, avec la scène décoloniale française, c'est qu'en fait, elle a été revitalisée par les militants. Il y a une scène décoloniale très politisée en France, qui n'est pas le cas partout. Parfois, elle est plus universitaire, parfois, le terme, il est un peu flottant. Ici, il flotte un peu moins. Quand on est, comme moi, un acteur du monde de l'art et de la culture, mais impliqué dans les questions militantes, on est vraiment à un endroit un peu bizarre. Parce qu'en réalité, le monde de l'art, si on comprend le cinéma avec, n'a jamais tendance à aller du côté de l'activisme. Il s'est formé progressivement et de plus en plus vers une forme d'extraction et de capitalisation. Les gens qui vont s'intéresser à la question décoloniale, c'est parce que c'est un foyer dans lequel on peut extraire de la visibilité, on peut faire sa carrière, je citerai personne, comme ça je serai tranquille, et chacun pourra se reconnaître dans ces termes-là, mais en tout cas, il y a une logique intrinsèque à la question de l'économie de l'art et du cinéma qui fait que, en général, c'est pas des alliés d'une vraie lutte. Et donc ça, c'est un espèce de paradoxe, mais autant le dire. Et c'est lié à l'infrastructure. L'économie de l'art et du cinéma empêche les gens de ce secteur-là d'être des vrais militants. Bien sûr, en plus, elle les isole, elle en fait des stars, elle les visibilise. Donc forcément, à partir du moment où c'est plus collectif, c'est terminé. Voilà, ils sont dans une logique d'extraction et leur économie est contradictoire avec la logique militante. Parce que, et ça c'est l'autre aspect pour moi d'une question décoloniale, et je fais partie des gens qui
qui participent à faire cette passerelle ou ce pont. Moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup travailler aussi sur la continuité salariale des artistes. Je suis aussi investi sur cette question-là, qui est un foyer plutôt, on va dire, de la gauche blanche, qui ont travaillé autour du réseau salariat, et des gens comme Bernard Friot, qui, eux, s'intéressent au statut des artistes, ce qu'on appelle la continuité des revenus des artistes, pour faire que les artistes soient moins précaires et moins dépendants de leur activité, mais un revenu continu, quelle que soit leur activité. Pour moi, ça, c'est la clé pour que l'art redevienne un élément qui participe aux luttes. Tant que les statuts, donc tu vois que l'infrastructure joue un rôle, et dans l'esthétique, et dans comment ça fonctionne, un cinéma décolonial doit s'intéresser au statut des artistes. Parce que si on ne s'y intéresse pas, en fait, on ne peut pas, avec le cinéma, être décolonial. Donc, tu vois, moi, du coup, je radicalise le truc. Si on n'a pas une question de comment les gens gagnent leur vie, s'ils sont dépendants de grosses fondations privées, s'ils sont dépendants de grosses audiences, etc., ils ne peuvent pas fondamentalement être décoloniaux. C'est même pas une question de bonne ou mauvaise volonté, c'est infrastructurel, tu ne peux pas. Et on l'a très bien vu sur une chose auquel je tiens à citer dans toute interview que je fais, la question palestinienne nous le montre. La difficulté de beaucoup d'artistes et de cinéastes de se positionner de manière claire sur la question palestinienne témoigne du fait qu'ils ne peuvent pas être décoloniaux. Parce que pour eux, c'est trop risqué de prendre une position, trop risqué. Pourquoi ? Parce que leur économie est une économie de dépendance par rapport à certains financements. Et cette position-là, malheureusement en France, est devenue dangereuse, la prise de position pour le peuple palestinien. Et donc ça nous prouve, une fois de plus, en fait, qu'il n'y a absolument aucune autonomie de la pratique artistique et culturelle en France, qu'elle est complètement prisonnière de ces modes de financement et de reconnaissance, et donc elle ne peut pas participer aux luttes, sauf à les absorber pour capitaliser dessus. Ça, c'est là qu'on en est aujourd'hui. C'est pas une fatalité, mais il faut qu'on... Donc le cinéma décolonial, c'est justement, comme je disais au départ, un oxymore. Le cinéma ne peut pas être fondamentalement décolonial, sauf à vraiment être transformé. Et moi, j'y crois, par la question décoloniale. Mais fondamentalement, il n'y a pas de cinéma décolonial possible dans l'état actuel des infrastructures du cinéma. Mais par contre, je ne dis pas qu'il n'y en aura jamais. Hein. Je dis que c'est devant nous et c'est un travail qui est à mener. Si on dit cinéma décolonial, c'est-à-dire c'est un cinéma à venir et qui doit, et pas juste se décoloniser comme disent les musées ou le CNC ou tous ces gens complètement bullshit de dire on va se décoloniser. Tu rigoles quoi. Vous n'allez même pas commencer à faire le début de la moindre chose qui a le sens décolonial. Vous avez juste compris que si on met un petit sticker décoloniser ce qu'on fait, ça rajoute encore du capital quoi. Donc c'est ça. Donc effectivement, quand les grands musées se décolonisent, on rigole. Quand le CNC se décolonise, on rigole. J'espère qu'on n'a pas une seconde le cerveau qui croit à ce que disent ces gens-là. Enfin, on n'a pas de temps à perdre. Se décoloniser, ce serait changer l'institution. Et je crois que c'est ça la force du levier décolonial. Mais ce serait ça la force, c'est aussi ça la force du féminisme radical. Si tu prends au sérieux le féminisme, si tu vas jusqu'au bout du bout, avec tous ces angles morts, avec vraiment un féminisme décolonial, alors moi je dis oui, effectivement, si tu es féministe décolonial, tout doit changer. Tu peux pas l'être de manière un peu cool. Non, ça veut dire que tout comme les choses se passent, ça doit changer. Et moi, j'y crois, mais je crois qu'on ne doit pas lâcher le fait que c'est un changement radical dans ce terme. Le terme décolonial est un terme radical et qui nécessite en fait un changement qui n'est pas des petits ajustements. Et d'ailleurs, tu vois dans des débats avec des cinéastes travaillant sur des thématiques décoloniales, la restitution, tout ça et tout, que si tu grattes un peu la plaie, même dans des discussions publiques, on arrive vite à ce que moi j'appelle du réformisme décolonial. C'est-à-dire, il faut parler avec les musées, il faut éduquer les conservateurs, il faut... Ouais, ça, c'est bullshit, quoi. Ça, c'est juste bullshit. Ça n'a rien à voir avec la question décoloniale, mais rien du tout. Non, la question, c'est qu'en fait, la manière dont on travaille, la manière dont les choses sont organisées, produites dans nos sociétés doit changer. L'avantage qu'on a, c'est qu'en réalité, on n'a pas le choix. Donc ça, c'est le seul avantage qu'on a. Le désavantage qu'on a, c'est que c'est difficile. Mais donc ce cinéma décolonial, pour moi, il est à venir et c'est bien aussi de poser des termes qui ne sont pas complètement, comment dirais-je, là, quoi. C'est-à-dire qu'on veut aller vers quelque chose et on essaie de trouver les traces. Et là, moi, je suis très proche, du coup, de l'approche de gens comme Isabelle Stengers sur la question spéculative. Je ne suis pas quelqu'un qui pense le grand soir de la révolution décoloniale. Je pense que chaque jour, on doit gratter une petite chose, ce que Isabelle appelle un appât, quelque chose qui nous mène vers ce futur-là.
Donc, je suis pas un gars qui dit tant qu'il n'y aura pas le grand soir, il n'y aura rien. Non, ça, je suis pas. Je suis plutôt dans cette idée spéculative de dire chaque petite chose, et j'espère que les voies croisées est une de ces choses-là, nous donne le goût de ce que ça pourrait être d'autre. Et donc, il faut qu'on s'accroche à ça, quoi. En France, il y a cette idée produite par le système, produite et entretenue par le système, que le racisme, ce serait une question de comportement, de mauvais comportement, et en particulier de gens mal éduqués. Donc ce serait, comme dit Houria Boutelja, par exemple, les beaufs, les pauvres, etc. Dans le film, on comprend que c'est pas vrai, que c'est une construction, pas seulement dans le dialogue, mais aussi dans la forme même du film, puisque, en fait, il y a tout simplement... Bon, déjà, on voit des pauvres, hein, on voit des paysans blancs, etc. Non seulement ils sont pas racistes, mais ils sont plus en mode on va faire des stages à nos collègues africains pour transmettre nos savoirs, et en plus on a une dette envers eux, premièrement. Et deuxièmement, il y a pratiquement pas de blancs en fait dans le film, mais par contre on voit leurs infrastructures, leurs institutions. Donc le racisme, il est incarné pas par des individus, mais par exemple, ça va des tranchées, ça peut être les usines, les foyers. Oui, bah, c'est une question centrale, mais tout à l'heure, je disais aussi, pour discuter de la question décoloniale, il s'agit simplement de préciser de quoi on veut parler. Donc moi, j'ai essayé de préciser cette espèce de décolonial à venir sur lequel on travaille. La question du racisme, elle est de la même nature. Ça a changé. Et comme je disais tout à l'heure aussi, il y a une espèce de vision du racisme qui, en toute sincérité, parce qu'il faut aussi dire des choses positives, toute sincérité, moi je me suis engagé dans les questions antiracistes depuis assez longtemps. Je ne pensais pas voir de mon vivant des médias mainstream évoquer le racisme systémique. C'était vraiment une vision de gens qui étaient vraiment dans des luttes politiques, ou alors des universitaires, et pas beaucoup en France, beaucoup dans le monde anglo-saxon. Et donc, quelque part, il y a des petites victoires. Quand je disais que l'intérêt de la scène décoloniale en France, c'est qu'elle a été à l'intersection entre la question universitaire, les questions artistiques, culturelles et le monde militant, c'est qu'on a réussi à faire émerger certaines conceptions qui, si elles ne sont pas dominantes, elles ont quand même elles ont étendu leur influence, et elles ont permis quand même à beaucoup plus de gens de comprendre ce que c'était que le racisme. C'est aussi pour ça qu'on est en train de se prendre une contre-attaque incroyable. C'est aussi parce qu'il y a des petits... Mais c'est comme tout mouvement d'émancipation. Quand on a eu l'impression d'avancer, et il y a des gens plus jeunes qui ont eu la chance de vivre seulement le moment d'avancer. Moi, je vois, c'est aussi le cas de mes enfants. Et eux, ils voient la progression des droits des homosexuels, la progression des droits des trans, des racisés, des minorités. Ils se disent, oh, ben, finalement, si tu traces un trait, tu as l'impression que tout va en une progression. Parce qu'ils voient, et tant mieux pour eux, ils sont nés à un moment de progression, et qui est vraiment réel. Il y a une réelle progression. Sauf qu'en fait, si tu regardes la séquence 60-70, il y a eu un énorme moment de progression aussi, qui a complètement été coupé par l'arrivée de Reagan à la présidence aux États-Unis et le conservatisme, du même type que Trump, on l'avait oublié. Mais là, les gens d'aujourd'hui oublient qu'il y a déjà eu des moments de progression importants, qu'il y a eu plusieurs séquences féministes, par exemple, plusieurs grandes séquences raciales, et que les gens se disaient, c'est bon, on est sur une voie. Et puis, la rupture est venue. Et on est revenu en arrière, et le conservatisme a contre-attaqué. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui partout dans le monde. Il faut comprendre que donc des combats sont comme des dents de scie. On avance, hein, mais par contre, on n'avance pas de manière linéaire. Là, Quand vous dites que c'est en train de revenir en ce moment, c'est à peu près quelle temporalité? Est-ce qu'on parle de 1, 5, 10, 20 ans? Vous dites la séquence réactionnaire qui... Pour moi, la séquence réactionnaire, elle est ouverte, mais c'est un choix que je fais. Peut-être des gens trouveraient... On peut toujours trouver des événements clés, tu vois. Et puis on peut être moins optimiste ou plus optimiste, mais je dirais que la contre-attaque, elle naît pour moi avec la campagne de la première élection de Donald Trump. C'est-à-dire que Trump comprend que l'argumentaire du capitalisme se désagrège en face de la critique féministe, raciale et décoloniale. Il n'y a plus rien à argumenter. Et donc ils se disent, il y a une forme d'impasse qui arrive, et il y a un nouvel argumentaire réactionnaire qui naît, qui dit, en fait, on s'en fout, en fait. C'est-à-dire que c'est pas qu'on va discuter avec vous, c'est qu'on arrête de discuter. Et moi, j'appelle ça une politique du délire. Et Trump, il ouvre une séquence réactionnaire qui dit, on va dire n'importe quoi, en fait. Et là, ça a envahi le monde. Les droites et extrêmes droites mondiales sont dans un pur délire. Et notamment, Trump fait un événement spéculatif
qui est, je pense, le plus puissant de la séquence, c'est qu'il affirme que les Blancs sont minoritaires aux États-Unis. Ce qui est techniquement, sociologiquement faux, ni économiquement, ni en nombre, rien, mais ça devient un statement politique très puissant. C'est-à-dire qu'il comprend, en observant les luttes minoritaires, que l'un des leviers de l'époque, c'est cette position minoritaire, et il la subtilise. Et Zemmour va faire pareil en France, et tout, ils vont tous le faire. Ils vont dire, OK, on a compris des cultures minoritaires, comment elles avaient réussi à trouver tant de force en étant minoritaires, et ils ont repris la technique et les arguments. C'est pour ça que je leur ai dit, il faut tout être au travail. Hein. Si tu crois que tu vas occuper une position minoritaire de principe, c'est pas vrai. Aujourd'hui, en France, les Blancs, ils se la jouent minoritaire. Ils ont compris le truc. Les hétéros... Oui, mais bien sûr, ils disent, oh là, on peut plus rien dire. Le fameux, t'as la télévision, t'as tout, mais tu peux plus rien dire, il paraît. On t'entend toute la journée, mais tu peux plus rien dire. T'as toute la presse, mais tu peux plus rien dire. Tu vois, il y a une espèce de truc, oh là, si maintenant on commence à dire... Mais. Et donc, quelque part, ça, c'est assez puissant. Et ça montre quoi ? Et ça, c'est très important et très exigeant dans les mouvements de lutte. C'est que toi, tu dois toujours travailler, parce qu'en face de toi, le système capitaliste néolibéral, c'est-à-dire dans son époque, on va dire, post-industrielle, il se nourrit de l'adversité. C'est-à-dire que tout ce qui a été opposé au capitalisme a nourri le capitalisme. Il ne faut pas oublier qu'Internet, il est créé en réaction à la centralité du capitalisme. Et puis, ça devient un élément du capitalisme. C'est la même chose sur les luttes minoritaires. C'est-à-dire qu'ils ont une plasticité, il faut toujours avancer, parce que l'épisode qui nous a servi il y a 15-20 ans ne peut plus nous servir. Des positionnements minoritaires que des gens continuent à utiliser ne servent plus à rien pour moi. Parce qu'en réalité, ils ont été subtilisés. Pourquoi aussi ? Moi, je l'ai vu avec mon livre Suite décoloniale. Ben, je veux dire, quand le bouquin est sorti, c'est d'abord toute l'institution blanche qui l'a lu, mais dans le mois, quoi. Alors que mes copains racisés, 2 ans plus tard, ils avaient commencé à lire le début. Non, mais c'est pas un détail. C'est pas un détail. On éduque, même contre notre gré, on éduque aussi nos ennemis. Ils disent, ah ben voilà, ça c'est une espèce de contre-attaque. J'ai vu des curateurs, des directeurs de lieux qui m'envoyaient des mots en me disant... Et eux, ils craignaient, hein. Ils se disaient, avec ça, on va prendre cher. Et ils n'ont pas pris cher. Parce que eux, ils lisaient en se disant, mais si les gens en face de nous, c'est les artistes racisés, lisent ça, ils vont vraiment être armés pour vraiment nous pointer. Et ça ne s'est pas passé. Donc ça, on doit aussi réfléchir à comment, dans nos cercles et avec nos alliés, se transmettre les savoirs plus vite que nos ennemis, parce que nos ennemis nous lisent. Je veux dire, le capitalisme, ils ont lu Deleuze. Quand ils ont fait Internet, ils ont compris, en fait, ce que voulait dire Deleuze sur ces logiques de rhizome que lui imaginait comme étant la base de l'extrême gauche à venir. Ben, eux, ils en ont fait un puissant outil. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour en revenir à la question du racisme, ben, effectivement, on a réussi à faire remonter l'idée que le racisme n'était pas juste un épanchement moral. C'est pas juste, oh, tu penses pas bien et nous on pense bien, oh, t'es méchant. Les gens n'étaient pas... En fait, quelque part, un système raciste n'avait pas besoin de gens racistes. Ça, c'est un des paradoxes qui est assez important. C'est qu'en fait, on est focalisé sur... Là, aujourd'hui, la France devient... Les gens deviennent racistes, mais parce que le système, en fait, idéal du racisme, c'est plutôt que les gens ne soient pas racistes que les gens le soient. Parce que quand les gens le sont, ça devient clair que le racisme est un élément, en fait, politique du pays. Alors que, de fait, il l'est, mais il ne doit pas être visible. Et ça, c'est très important. La question décoloniale, c'est toujours examiner ce qui tend à ne pas être visible. La question d'un système raciste, c'est que tu n'auras pas le job parce que tu es une femme racisée, tu n'auras pas tel logement, mais il ne faut pas que tu puisses un instant penser que c'est à cause de ça. Tandis que ce qui est en train de se passer dans la séquence-là, qui est une séquence un peu de passion raciste, ben le racisme devient un peu plus, décomplexé, ce qui n'est pas une bonne stratégie capitaliste, en fait. Parce qu'en réalité, il doit agir, mais ne pas être aussi visible qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, paradoxalement, les gens racistes viennent bien après le racisme comme structure. Et donc, la vraie question qu'il faut poser au racisme, qui est une question pas du tout morale, pas du tout émotionnelle, c'est la question de la nécessité. Pourquoi on a besoin du racisme ? Parce qu'il y a une question qui peut paraître bizarre de dire pourquoi les gens sont racistes. Non, pourquoi on a besoin du racisme ? Parce que, comme tu le dis, dans les voies croisées, on voit très bien que s'il n'y a pas de racisme, ben, les classes populaires s'allient. Les voies croisées le montrent. Les paysans des différents pays se montrent des trucs et ils s'allient. C'est le pire scénario pour le système de pouvoir. C'est que les gens des classes dominées s'allient entre eux. Depuis le tout début de l'invention du racisme, dans la plantation, si tu n'es pas conscient que dans les Amériques, il y a les esclaves dans les champs,
mais il y a aussi des gens pauvres, blancs, irlandais, parfois des juifs, qui viennent d'Europe et qui viennent travailler à la journée dans les champs. Le système raciste plantationnaire vise à ce que les esclaves ne puissent pas s'allier avec les blancs, déjà dans la plantation. Il ne faut pas oublier, dans les champs de coton, il y avait aussi des blancs, mais qui étaient journaliers, qui n'étaient pas des esclaves. Ils venaient ramasser du coton pour gagner un peu d'argent. Et donc, dans les Amériques, les patrons blancs se disaient il ne faut pas qu'il y ait une alliance entre ces différentes catégories de travailleurs. C'est tout le temps la même raison. Donc, pourquoi il y en a besoin? Pour éviter les alliances de classe. Ça sert juste à ça, en fait. Parce qu'effectivement, dans les voies croisées, les savoirs circulent, les histoires se relient. Et donc, au lieu de se penser comment les gens sont racistes à l'arrivée, dire mais de toute façon, il y en a besoin du racisme. Parce que sinon, en fait, les classes populaires blanches se retourneraient contre ceux qui accumulent toutes les richesses dans ce pays. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires. Les milliardaires se protègent avec le racisme. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Dès lors qu'ils sont sortis dans la rue en disant « notre problème, c'est les riches », et qu'ils vont sur les champs et qu'ils ont brûlé une Porsche, je peux te dire que les riches, ils se sont dit « plus jamais ça hein. ». La séquence Gilets jaunes leur montre un truc qu'ils disent « non, 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 non ». Donc très vite, les Gilets jaunes, il faut en faire des racistes. Très vite, on les pousse, quoi. On cherche tous les trucs qui déplacent ceux qui sont venus dire, qui n'étaient pas arrivés depuis très longtemps en France, c'est de dire « notre problème, c'est les riches ». Et je te dis, l'histoire de la Porsche sur les champs qui brûlent, c'est pas un détail pour les riches. Hein. Tous les riches, c'est une image politique pour eux qui disent faut plus que ça se reproduise, quoi. Et Bolloré, il va mettre le paquet pour qu'on n'ait plus d'épisodes de ce type-là qui se reproduisent. Et ce qui est important, que le paysan, les uns et les autres, même s'ils ne sont pas dans la même situation sociale, et ils rendent compte, ils sont tous exploités de la même manière. Étant donné que la majorité d'entre nous immigrés sont d'origine paysanne, nous pensons qu'une seule chose peut nous permettre de ne plus être obligés de quitter nos familles. Et cette chose, c'est l'agriculture. L'agriculture qui jusqu'à aujourd'hui n'est ni développée, ni même encouragée par nos pays d'origine. Nous avons pris conscience avec des paysans français et ils sont d'accord pour recevoir les immigrés qui veulent effectuer un stage d'agriculture. Je sais aussi, depuis le début de l'immigration, on nous a appris à avoir honte d'être paysan. Sur Instagram, on a vu un post dans lequel vous annonciez que vous alliez produire votre dernier film et qu'ensuite, vous arrêtiez d'être producteur. Pourquoi ? Alors, en fait, en gros, j'ai terminé, en fait, là, officiellement. Là, on est dans ce qu'on appelle la lumière des étoiles mortes. On a quelque chose qui vont sortir, mais qui sont déjà faites. J'ai terminé mon parcours de producteur comme ça, dans cette infrastructure-là. J'ai essayé d'expliquer au début de notre entretien qu'on part d'une pratique do it by yourself, légère, et puis je suis arrivé à un certain endroit. Et je trouve que là, il y a un ensemble de choses, de paramètres qui ne me conviennent pas et qui ça vaut la peine de remettre les choses à zéro et de réfléchir à ce que ça pourrait être une production décoloniale, mais pas en essayant d'aménager. Tu sais, tu bricoles une voiture et puis un jour, la voiture, après, elle ne peut plus avancer, tu as fait trop de bricolage. Là, j'étais dans un véhicule que j'ai trop bricolé et qu'il faut le remettre à zéro. J'aimerais bien arriver dans des coopératives ou des plateformes très larges de production qui créent des conditions de production, mais qui ne sont pas des entreprises en compétition les unes avec les autres, et qui travaillent effectivement peut-être dans d'autres régions du monde. Donc voilà, il y a plein de paramètres sur lesquels où j'en suis là ne me permet pas d'aller à cette chose-là, il faut arrêter. Donc les choses, elles ont une durée et elles s'arrêtent à un moment donné parce qu'elles ont fait leur temps et on doit réfléchir à comment on peut poursuivre. Moi, j'ai eu le sentiment dans ma vie de faire tout le temps la même chose, mais à des moments donnés, j'ai changé d'outil pour pouvoir essayer de le faire. Donc c'est plutôt ça ma réflexion. On change d'outil pour rester fidèle à aussi le présent, tu vois, ces 10 dernières années, la montée en puissance d'Internet, tout ce qui est en train de se passer là, il faut en tenir compte. Ça change nos manières de penser, de pratiquer. Moi, je suis très curieux de ce qui se passe autour de moi. Et donc, je dis, tiens, peut-être il faut faire autrement. Toute dernière question. Elle est facultative. Mais si elle t'inspire, on serait ravis de connaître ta réponse. Notre émission, elle s'appelle Vision. Si je te demande ce que c'est toi, ta vision, tu me réponds. Ah, c'est difficile, la question de la vision. Parce que tu sais que la question de la vision, c'est quelque chose qui vient aussi d'une idée d'une projection. Tout à l'heure, je t'expliquais que ce qui m'intéresse, c'est d'avancer dans cette manière spéculative de pas à pas. Moi, je dis toujours, le futur, il se construit à chaque fois à partir au plus proche. Et ce dont j'ai peur dans la question de la vision, c'est que ça relève de la projection. C'est-à-dire qu'on va regarder du lointain. De ce point de vue-là, j'ai pas de vision. Mais après,
peut-être que même ce terme de vision, qui fait que le futur est complètement indexé à la question optique, qui est aussi un héritage colonial. C'est-à-dire, je le mettrais dans d'autres types de sensations. J'ai une sensation du futur. Donc ce serait ma vision. C'est-à-dire qu'on sent avec tout son corps, on sent que des choses vont pas et des choses vont. Et effectivement, la question de la domination du visuel sur les autres sens est aussi une conséquence d'une construction de la modernité coloniale. Et donc tout à l'heure, je te disais, on a l'impression, et c'est le fait de gens qui ont ton âge aujourd'hui, que réussir, c'est obtenir de la visibilité. Moi qui viens des cultures de la Caraïbe, où les questions du marronnage sont aussi des questions importantes, je ne pense pas que tout doit relever de la visibilité, tout doit être visible. Il faut trouver des espaces dans lesquels on peut se parler de choses qu'on n'a pas envie de montrer ou qu'il ne faut pas montrer. Et c'est vrai que cette dictature du visible comme régime d'existence, c'est quelque chose qui pour moi ne va pas dans la bonne direction. En tout cas, un cinéma décolonial ne sera pas un cinéma de la visibilité. Donc c'est un paradoxe, encore une fois. Cinéma et visibilité, ça me semble évident que le cinéma est un art visuel. Et moi, je suis en train d'écrire un essai autour de ce paradoxe-là en essayant de le travailler. D'accord. Écoute, nous, on aime bien... en fait, ça s'écrit vision au pluriel. Parce que ce qui nous parle, c'est plus les visions, quoi. Alors, ça peut être aussi la question de l'hallucination, d'avoir des visions. On aime bien le... Et cette question-là, des visions au sens... comme on traitait à l'époque des femmes soi-disant malades parce qu'elles avaient des visions, là, de ce point de vue-là, ça devient intéressant. Là, ça rejoint ce que je te parlais de la question de l'hallucination comme méthode de dépassement du capitalisme. C'est pour ça qu'on a choisi ce nom, parce que c'est les deux. On parle partout de la vision du cinéaste, mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est les visions. Bon, merci Olivier. Merci à toi. Merci beaucoup C'était pour cette cool. interview Merci franchement extraordinaire. Merci beaucoup. Merci.